bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'atelier de l'actualité juridique en partenariat avec le cabinet d'avocats FIDAL. Et nous aurons ce matin maître Laurence Guetaf-Pechenay et maître Jacinthe Schwendimann qui interviendront sur le sujet du jour qui est le Covid et les risques psychosociaux. Avant de leur céder la parole, quelques informations. Vous avez en affichage aussi sur votre écran l'application web MyRéseau que vous pouvez télécharger sur votre portable pour avoir l'actualité en temps réel à la fois de l'agenda des rencontres professionnelles, l'actualité du numérique, de la création d'entreprises et de la formation, et puis l'actualité sur la communauté MyRéseau. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez, même sur votre écran, scanner le QR code à partir de vos smartphones et l'application se téléchargera automatiquement. Tout de suite, je passe la parole à maître Guetaf-Pechenay pour nous présenter le cabinet FIDAL et ensuite démarrer l'intervention. Merci à tous. Marie. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous allons passer quelques instants ensemble sur un thème qui est d'actualité déjà depuis un an, malheureusement, donc Covid et risques psychosociaux. Alors, nous allons intervenir à deux, puisque nous formons un binôme déjà depuis quelques mois avec Jacinthe Schwendimann. Pourquoi ce binôme? Puisque Covid et risques psychosociaux, déjà le Covid, ça a des conséquences outre médicales, mais également juridiques, comme vous le savez, depuis le mois de mars 2020. Risques psychosociaux, parce que c'est une notion de droit du travail. Et on a décidé de mettre en place un partenariat avec le cabinet Moreno pour permettre d'apporter à nos clients une vision globale de la situation, à savoir une vision juridique et une vision psychologique du travail. Donc, ce qui permet d'appréhender à notre sens de façon quasiment optimale, voire totale, les risques psychosociaux en entreprise. Donc, moi, pour ma part, je suis maître Guetaf-Pechenay, avocate associée spécialiste en santé et sécurité au travail, associée au sein du cabinet FIDAL, qui est le premier cabinet d'avocats d'affaires d'Europe et même de France. Donc. Et j'interviens donc régulièrement avec Jacinthe Schwendimann. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Jacinthe Schwendimann, moi je suis à l'origine psychologue du travail de formation, donc avec une spécialité de la psychologie déclinée dans l'intervention en entreprise, et je dirige l'antenne de Metz de Moreno Consulting. Effectivement, j'accompagne des entreprises et des collectivités sur différentes thématiques RH, dont une thématique qui est celle de la santé au travail, qui m'est particulièrement en tout cas importante, puisque c'est une problématique qui est un peu plus récente dans notre activité. Notre cabinet a 50 ans d'existence. Ce sont des problématiques qui sont forgées dans les entreprises aussi lorsque le code du travail s'est un peu structuré sur le sujet. Et on s'est rendu compte avec maître Guetaf-Pechenay qu'on avait toutes les deux forgé des accompagnements sur ce type de sujet, et que force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont complémentaires, et ce qui explique notre partenariat, effectivement, parce qu'on trouve des ressources mutuelles à accompagner nos clients sur ces sujets-là. Voilà, donc avec plaisir d'en échanger avec vous ce matin. Alors, on va faire du droit quand même, parce que la base, c'est du droit du travail. Alors, comme vous le savez certainement, que vous soyez chef d'entreprise ou manager, cadre ou encadrant d'ailleurs, tout employeur, employeur au sens générique, à savoir justement le président de la société, le gérant de la société, le directeur général, le salarié, le mandataire social, et quel que soit le statut du salarié et son niveau hiérarchique, sur tout employeur pèse une obligation de sécurité. Et cette obligation de sécurité, elle va expliquer pas mal de choses, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Et fort heureusement, cette obligation de sécurité, alors ça c'est du droit pur, c'est ce qu'on apprend, l'obligation de sécurité, et les obligations de résultats et de moyens, ce qu'on apprend en première ou deuxième année de droit, peut-être en deuxième année. L'entreprise est tenue aujourd'hui à une obligation de moyens renforcée. Et jusqu'à il y a encore 20 ans, l'entreprise n'était quasiment pas tenue à une obligation. C'était avant les arrêts amiantes de 2002, 20 ans, donc 19 ans. Depuis les arrêts amiantes, on avait une obligation de résultat qui pesait sur l'employeur, ce qui nous enquiquinait, nous, conseil d'entreprise, puisque nos clients avaient beau faire tout ce qu'il fallait.
dès lors qu'il y avait un pépin, on leur disait, ben, OK, vous avez peut-être fait, mais il y a un pépin, donc c'est donc qu'il y a une faille. Par conséquent, votre responsabilité est engagée et elle est retenue. Donc, on a un peu de mal à faire passer les messages, puisqu'on nous disait souvent, OK, on va faire comme vous nous dites, mais si je comprends bien, s'il y a un accident, je prendrai quand même. La réponse était oui, en effet, vous prendrez, peut-être moins, mais vous prendrez. Depuis 5-6 ans de mémoire, cette obligation de résultat s'est transformée en obligation de moyens renforcés, ce qui nous permet maintenant de démontrer en cas de pépin, quel que soit le pépin, en cas de dysfonctionnement dans l'entreprise, ça nous permet de démontrer que l'employeur a mis en place les moyens de prévention, a mis en place tous les process, que malheureusement, il y a eu une problématique. Je dis toujours, c'est la faute à pas de chance, il y a eu un problème. Et les tribunaux, quels qu'ils soient, que ce soit la chambre sociale de la Cour de cassation ou la chambre criminelle, parce que là on est en plein pénal, retiennent tout ce que l'employeur a fait, tous les moyens de prévention qu'il a mis en place, et retiennent tout cela pour éventuellement le dégager de ses responsabilités, ou en tout cas, s'ils retiennent la responsabilité, elle est vraiment amoindrie de façon importante. Donc, cette obligation de moyens renforcés, ben, vous la connaissez. Vous la mettez en place certainement, enfin j'espère, vous l'appliquez tous les jours, mais sans savoir que ça s'appelle une obligation de moyens renforcés. Et elle existe d'autant plus en matière de Covid que, voilà, on a ce truc magnifique qui s'appelle un masque, qui est considéré comme un équipement de protection individuelle au sens juridique du terme. Et la mise à disposition de masques, la mise à disposition par l'employeur de masques au profit des salariés, ça fait partie de l'obligation de sécurité de l'employeur, puisqu'il met à disposition un équipement de protection individuel et donc un moyen de prévention du risque lié au Covid ou à la Covid. Et cette obligation de sécurité, on vous l'a résumé là, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, d'où la présence très très appréciée du cabinet Moreno, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ce qu'on connaît depuis le mois de mars 2020, à savoir les protocoles sanitaires que vous avez l'obligation de mettre en place dans toute entreprise, ça fait partie des actions de prévention, ça fait partie des actions d'information, parce que vous devez informer les salariés sur la mise en place de votre protocole qui, comme vous le savez, évolue tous les 15 jours en ce moment. Il va peut-être encore évoluer demain. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ça a passé par, à un moment, on a eu la fermeture des restaurants d'entreprise, des cantines, après la mise en place de jauges, l'interdiction des réunions. Alors au début, on parlait de jauge, après on a parlé de 6 personnes, aujourd'hui on en est venu aux jauges. Donc voilà, tout ça fait partie de ce que vous faites au quotidien, sans savoir que c'est votre obligation de sécurité que vous mettez en place. Et vous devez veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. C'est l'article L4121.2 du Code du travail qui le dit. Et donc, vous serez certainement tenu demain à modifier ces mesures, puisqu'on attend des nouvelles mesures, des nouveautés ce soir. Tout ça passe par une évaluation des risques. Le risque sanitaire, c'est un risque comme un autre. Alors, nous, on a plus l'habitude de travailler sur les risques psychosociaux, mais on va voir que c'est lié. Et vous devez donc travailler également sur votre document unique d'évaluation des risques. Alors, les risques psychosociaux, c'est peut-être certains ou certaines parmi vous ont déjà suivi des formations, se sont déjà intéressés au sujet. Donc, l'idée ici, c'est de faire, de contourer le concept sans rentrer trop dans le détail. En tout cas, les risques psychosociaux, on peut dire juridiquement, mais tu me couperas le cas échéant si je dis des bêtises, que c'est une famille de risques professionnels, comme l'était l'amiante, hein, pour le coup, que tu évoquais tout à l'heure. C'est une famille de risques professionnels qui a pour particularité d'exister dans l'interaction de l'individu avec son contexte organisationnel, que ce soit sur l'organisation de l'entreprise, la dimension sociale dans l'entreprise, la dimension du poste de travail, etc. Et ces risques sont à prendre en compte au même titre que les autres par l'employeur, parce qu'ils peuvent avoir un impact sur l'intégrité physique et la santé mentale des salariés. Donc, effectivement, les risques psychosociaux, c'est encore un concept qu'on sait mieux définir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des origines, il y a des facteurs qui peuvent causer ces risques, que ces risques, s'ils existent, s'ils se formalisent, ils prennent certaines formes.
qui peuvent être très variés, allant d'un stress, de violence. On peut parler parfois, dans des cas plus graves, de harcèlement ou de mal-être au travail, même s'il est temporaire. Et ça peut avoir un impact sur l'individu qui peut être très conjoncturel, c'est-à-dire ça peut être une fatigue passagère jusqu'à des situations extrêmement dramatiques, de tentatives de suicide sur le lieu de travail, etc. Donc, toute la particularité de ces risques-là, c'est que l'amiante, aujourd'hui, on sait définir très clairement ce qu'est de l'amiante, on sait la trouver visuellement, la mesurer son taux de diffusion dans l'atmosphère, je crois, quand elle est abîmée. Tout ça, c'est très maîtrisé scientifiquement, de même que sur l'impact sur la santé. Enfin, je pense que ça, c'est assez codifié. Les risques psychosociaux, on avance sur ces sujets-là, mais c'est vrai que leur mesure, leur détection, leur évaluation objective, elle est particulière parce que les risques psychosociaux se nichent aussi dans un espace assez subjectif chez l'individu qu'on ne peut pas toujours objectiver. Même si la souffrance n'a pas à être objectivée, si elle existe, mais toute la difficulté parfois, c'est d'identifier dans l'organisation les facteurs, l'intensité et du coup parfois la responsabilité de l'employeur ou son obligation de prévention. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui nécessite parfois d'en discuter sur le plan juridique et sur le plan un peu plus psychosocial parce que ce n'est pas si simple à contourer. Donc, on va reparler de quelques manifestations qui sont assez connues du stress, enfin des risques psychosociaux. Et la première, en tout cas, peut-être le stress, c'est un mot que nous connaissons tous, c'est un mot de vocabulaire commun. On l'utilise dans le cadre des risques psychosociaux plutôt pour des manifestations qui sortent de l'ordinaire. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est que quand vous êtes en retard pour attraper votre train ou un quelconque moyen de transport, vous avez tendance à vous activer, à marcher vite, voire à courir. Votre cœur va s'emballer si vous n'êtes pas très sportif. Ça, c'est un phénomène de stress. Sauf que ce stress-là, c'est un stress dont on comprend tous l'origine. On adhère à cette origine dans le sens où c'est des choses qui peuvent arriver, donc ça n'a pas de conséquences violentes, à part peut-être l'insatisfaction si c'est la SNCF qui est à l'origine de votre stress. Mais voilà, c'est là quelque chose qu'on va relever comme étant un stress qu'on va dire négatif, puisque ça aussi, c'est rentré dans le vocabulaire commun, on entend stress positif et négatif. Le stress dont on parle dans les risques psychosociaux, c'est un stress qui s'impose à la conscience de l'individu parce qu'il n'est pas naturel et parce que l'individu aussi l'associe à son contexte professionnel, ou alors les manifestations amènent son environnement à l'associer au contexte professionnel. Donc, c'est un stress qu'on va qualifier d'anormal, parce que du coup, l'individu s'en rend compte ou son environnement. Et c'est un stress qui, s'il se pérennise, s'intensifie. La logique de l'accumulation dans les risques psychosociaux, c'est ça qui impacte le plus fortement l'individu. En tout cas, ce stress, dans le cadre des risques psychosociaux, c'est un stress qui peut conduire à des éléments de chronicité, donc il y a des symptômes qui s'installent. Et on verra, parce que la diapo d'après, et ça me permet de faire la jonction, c'est l'épuisement professionnel, alors qui n'est pas du stress, mais l'épuisement professionnel, c'est quand l'individu, c'est le fameux burn-out dans sa locution anglo-saxonne, c'est le fameux état grave, très très grave, où la santé est altérée durablement, où effectivement le burn-out se manifeste quand il est trop tard, c'est-à-dire quand l'individu est dans un état de ne plus pouvoir se lever le matin de son lit. C'est un individu qui s'arrête pendant qu'il est en train de faire quelque chose et qui n'est plus en capacité même intellectuelle de réagir. C'est l'épuisement complet de l'individu au sens affectif, émotionnel, c'est la même chose, cognitif, physique, psychologique. Donc, ce sont des états où souvent on part pour 1 an et demi dans ma croisée d'ailleurs à titre professionnel. Nous avons des états très très graves. Ils sont heureusement relativement rares. Alors je mets relativement parce qu'on ne sait pas évaluer aujourd'hui clairement ce qu'est le burn-out au sens du diagnostic médical. Donc vous comprenez que du coup la mesure du taux d'incidence du burn-out en France n'est pas si claire que ça. En tout cas, c'est un phénomène qui peut être très grave et ça peut commencer par des manifestations qui sont plus légères. C'est que du coup, quand l'épuisement s'est installé, c'est quand la chronicité des choses s'est installée aussi. Donc ça, c'est différentes formes. Vous voyez bien qu'elles sont différentes, elles n'appellent pas les mêmes intensités, elles n'appellent pas les mêmes manifestations dans le cadre des RPS. On va aussi vous parler d'une autre forme
où les RTS peuvent prendre corps dans une organisation, c'est les cas du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes. Là, je laisserai la juriste en parler parce que c'est un peu plus récent dans les textes. Oui, et on en a maintenant. Oui. Alors, harcèlement moral, harcèlement sexuel ou agissement sexiste, tout ça sont des notions qui sont tant définies dans le Code du travail que dans le Code pénal. Donc là, on est en plein pénal. Comme le burn-out, mais après, ça dépend de l'origine du burn-out. Mais harcèlement moral, tel qu'il est défini dans le Code du travail, ce sont des actes qui ont pour effet ou pour objet, et c'est important, objet-effet, c'est pas la même chose, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Derrière le harcèlement moral, avant-hier, j'ai eu le cas d'un client qui a un souci avec un salarié. Alors, c'est un salarié, c'est un délégué syndical, donc ça n'aide pas. Un salarié qu'on sanctionne parce qu'il n'a pas respecté une règle interne de conduite, conduit des engins. Donc, sanction du premier degré, c'est-à-dire un avertissement, c'est très cool. En termes de sanctions, j'entends. Le salarié conteste en disant petit 1, je n'étais pas au courant de ce que vous me dites. Au courant qu'on ne devait pas conduire comme ça. Bon, le type est chauffeur, mais il ne savait donc pas. Il a trouvé son permis dans un bac d'Ariel, de je ne sais pas quoi. Et d'autre part, vous me harcelez. Moi, je considère que... Alors, il n'a pas dit vous me harcelez. Il a dit, je considère que votre façon d'agir à mon égard altère ma santé mentale. Donc, ce qui veut dire, là, c'est le deuxième point, vous me harcelez moralement. Mon client m'envoie le courrier reçu du salarié, copie à l'inspection du travail, bien sûr, c'est quand même beaucoup mieux, et m'interroge. Et si c'est la première fois que vous les dites, si c'est la deuxième, troisième fois, après, il faut regarder comment ça a été dit, comment ça a été fait. Si c'est la première fois qu'on a la preuve qu'il n'a pas respecté les prescriptions et les règles internes, ce n'est pas de harcèlement moral, on lui demande simplement d'exécuter son travail pour lequel il est payé. Bon, moi, j'ai préparé la réponse hier soir, où j'ai écrit un petit peu mieux que ce que je viens de dire, mais en clair, c'est quand même ça, c'est d'être payé pour bosser selon les prescriptions internes de l'entreprise. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix, et on maintient la sanction. Le harcèlement moral, c'est vraiment, ce sont des actes répétés, donc il en faut au moins 2, qui ont pour objet ou pour effet, donc pour objet, c'est volontaire, il y a une intention de faire, ou pour effet, c'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de faire, je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Simplement, le fait de lui dire en permanence tu as mal fait ton boulot, première fois, c'est normal, on est payé pour faire un boulot, le salarié est payé pour faire un travail selon les prescriptions de l'employeur. On lui dit une fois, c'est normal. Si en revanche, on vient de façon récurrente, alors il peut être très nul le salarié, donc à un moment donné, il faudra quand même se séparer ou le sanctionner, parce que si on lui dit en permanence qu'il travaille mal, il faudra à un moment prendre une décision sur sa vie dans l'entreprise. Mais si on décide de voilà, on ne veut pas le virer, on ne veut pas le sanctionner. Mais tous les jours, je viens. Tous les jours, je dis à Jacinthe, là, c'est mal fait. Je reviens 10 minutes après en disant, Jacinthe, vraiment, ça ne va pas. Et mon ton change, mon comportement change, ma façon de me tenir, qu'on veuille ou non, également, est modifiée. Et à un moment, Jacinthe peut se sentir agressée. Avec moi, peut-être. Ça arrive souvent, d'ailleurs. Avec moi, non. Mais au bout d'un moment... si je me rends compte qu'en plus, je lui fais peur et que ça me fait rire, ça m'amuse parce que je suis la chef, et ça, c'est le syndrome du petit chef, comme je le dis moi en droit du travail, et ça m'amuse de la voir quasiment en larmes quand je parle, mais voilà, je suis la chef et elle n'est que salariée, c'est ma salariée. Ben là, je vais aller sur du harcèlement moral. Et ce que je vous dis là, ça peut sembler caricatural, mais moi, je vois, toi, je pense que tu vois encore plus que moi chez certains clients. Là, on est sur du harcèlement moral et c'est du pénal. C'est du droit du travail, c'est-à-dire que le salarié peut en tirer les conséquences et donc demander la résiliation du contrat de travail. Si on licencie, ensuite, on pourra dire que le licenciement est dû aux erreurs qu'il a commises, mais qui elle-même était due au harcèlement moral dont il était la victime. C'est du pénal. Et le harcèlement sexuel, alors moi, je n'avais quasiment pas de dossier de harcèlement sexuel jusqu'à il y a 1 an. Là, j'en ai 3 en cours. Oui, c'est... Il y en a pas mal, hein. Oui, ça bouge. Alors que ce soit du harcèlement sexuel ou des agissements sexistes, en l'occurrence, ce sont vraiment 3 dossiers de harcèlement sexuel. Et là aussi, c'est du droit du travail, donc du code du travail, et c'est du pénal. Et les faits de harcèlement sexuel sont définis comme suit par le code du travail. Des propos du comportement à connotation sexuelle répétés, là aussi, il faut une répétition,
qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l'encontre du salarié une situation intimidante, hostile ou offensante. Et on a la même chose lorsqu'on veut obtenir un acte de nature sexuelle, rechercher le profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc, on a le harcèlement sexuel, on a également une autre notion dont parlait Jacinthe, qui est l'agissement sexiste, qui est là et vraiment très casse-figure pour nous en droit du travail. Casse-figure. Il ne faut pas dire autre chose. L'agissement sexiste, ce sont également des propos à connotation sexiste cette fois-ci, mais sexiste et sexuel, parfois on est assez proches. Quand on regarde les textes, on n'a pas encore encore de jurisprudence, parce que c'est très très récent, mais en tout cas on a des commentaires, soit de professeurs de droit, soit du défenseur des droits, l'ex-ALD, soit du ministère du Travail, où parfois on a des exemples. Je vous rappelle qu'agissement sexiste, vous êtes une fille, on vous siffle dans la rue, celui qui siffle est passible d'une amende. Même si vous, à titre perso, ça vous fait plaisir, parce que vous vous dites, tiens, ça va. Mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais ce qu'on voit là dans la rue, voilà l'exemple que je vous donne dans la rue, on le retrouve dans l'entreprise, et dans l'entreprise, il faut être très vigilant. C'est encore une fois l'agissement sexiste, c'est le droit du travail, mais c'est également du droit pénal, donc tribunal correctionnel. En tout cas, sur ces notions, on aurait d'ailleurs, on a de quoi animer 2 jours pleins de formation. Donc, voilà, en tout cas, là, le point de vue plus d'intervenante que je suis, et donc pas juriste, c'est simplement que ce sont des notions qui sont... c'est les seules manifestations de risques psychosociaux qui sont légalement encadrées. Là où il y a des textes de loi, il y a des enjeux aussi de conflit. Parfois, alors, il y a des vrais cas qui existent, ils sont dramatiques, il faut les traiter. Et heureusement qu'on a des textes de loi pour ça, pour s'appuyer. Mais ça peut générer aussi des enjeux où le cas que citait Laurent, c'est un cas que moi, je croise aussi parfois dans mes interventions, c'est que le mot, même s'il n'est plus utilisé, en tout cas, la suspicion d'accusation de l'autre de harcèlement est un moyen de se défendre parfois quand l'entreprise ou l'employeur positionne des faits objectifs. Donc, c'est vrai que c'est important d'objectiver ces situations-là parce qu'une accusation à tort de harcèlement moral, voire de harcèlement sexuel, parce que j'en ai croisé maintenant 2 depuis 6 mois, c'est très dommageable pour l'individu qui est accusé à tort. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui nécessitent beaucoup de... Voilà, et on n'a pas encore fait le tour des sujets. Enfin, chaque situation est très, très particulière et nécessite beaucoup d'attention et de nuances dans son accompagnement. Voilà, donc des sujets qui sont passionnants techniquement, mais qui génèrent parfois beaucoup de souffrance et beaucoup de complexité. Donc, voilà, mais avec plaisir d'en reparler plus longuement à une autre occasion. Et on voit que ces sujets-là sont très prégnants depuis 1 an. Harcèlement moral et harcèlement sexuel. Malgré le Covid et le télétravail. En fait, on est toutes les 2 très surprises. Oui. Une fois qu'on a animé, on s'est fait la réflexion. Tiens, malgré l'éloignement physique des gens. Alors, l'éloignement physique, il y a quand même il y a les visios. Oui, il y a la charge de travail. Ouais. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, parce que certains ont leur commerce ou leur activité, notamment dans l'événementiel, ou le sport, certains sports, l'activité est complètement à l'arrêt. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'on a 2 typologies aujourd'hui de population. On a ceux qui sont à l'arrêt parce que crise sanitaire, et les autres qui travaillent, qui objectivement, on ne voit pas trop de différence entre avant et maintenant. Voilà. Si ce n'est qu'il y a une charge de travail, moi je le vois chez mes clients, il y a une charge de travail énorme, et à tous les niveaux. Hein. Alors les cadres, moi je suis en train de ramasser la petite cuillère, hein, parce que depuis 1 an, les DRH et les directeurs sécu sont sur le front, notamment les DRH et les directeurs sécu. Je ne parle même pas des dirigeants qui sont un petit peu au bout de leur vie. Mais on voit qu'il y a des risques psychosociaux qui sont accentués depuis 1 an. Et ça continue, puisqu'on ne sait pas où on va. Par exemple, ce soir, tout le monde attend de savoir quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir partir en vacances, si on va pouvoir fêter Pâques. Tout ça c'est du privé, mais évidemment, ça a une incidence sur l'entreprise. Il faut être très vigilant. Très, très vigilant. Alors, ça, on peut passer. Et ça, c'est de la sécurité.
Ça, c'est télétravail. Oui, on peut passer. Alors, c'est vrai que on a beaucoup de télétravail. Alors, là encore, ça dépend des activités. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas fait de télétravail du tout. J'ai des clients qui ont fermé au maximum une semaine depuis le mois de mars 2020. Donc, à partir du mois de mars, on a eu quand même pas mal de fermetures, mais très, très vite, des plans de reprise d'activité. Nous, au final, on n'est pas fermé, par exemple. Donc, on n'est pas concerné par tout cela. Peut-être par les RPS, certainement, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais vous voyez que si on parle du télétravail, donc il existe aujourd'hui, on a du télétravail, de l'activité partielle contrainte. Si on prend l'exemple des zones rouges, je rappelle que la Lorraine est passée en zone rouge. Oui, j'ai regardé le site de l'ARS hier matin. Hier matin, on était en zone rouge. Pour le télétravail, vous savez que dès lors que les écoles auront une classe a un cas de Covid, la classe doit fermer. Donc, ça veut dire que les parents devront être très souples pour s'occuper des gamins. Et là, ils auront le choix, soit ils peuvent être en télétravail, soit l'un des deux parents, peut être en télétravail, et donc il faudra les mettre en télétravail. Donc là, c'est vraiment du télétravail subi, je dois m'occuper de mon gamin. Soit l'exercice de la mission ne permet pas le télétravail, et dans ce cas-là, c'est la CPAM, la Sécurité sociale, qui versera des IGSS quand on sera en maladie. Le salarié sera mis en maladie, percevra des IGSS parce qu'il doit garder son enfant à la maison, enfant dont l'école a fermé suite à un cas. Donc, on va avoir du télétravail là qui va certainement revenir. Avec les problématiques qu'on connaît. Alors nous, en droit du travail, aujourd'hui, au bout d'un an, il faut espérer que les entreprises ont au moins mis en place une charte concernant le télétravail pour aménager tout cela. Mes clients ont tous fait nécessaire, ils avaient déjà fait nécessaire avant. Si rien n'a été fait, on a des problèmes du style avec quel ordinateur je vais travailler en télétravail. Demander à un salarié d'utiliser son ordinateur personnel pose un très gros souci de sécurité informatique. Parce qu'on transfère toutes les données d'entreprise, donc tout votre ADN est transféré à l'extérieur, donc avec un risque pas forcément de vol, parce que c'est votre salarié, on va faire confiance, mais en tout cas un risque de sécurité informatique. Comment le salarié travaille-t-il? Toujours pareil, le poste de travail, au bureau, il y a un bureau, à la maison, il n'y a pas forcément un bureau. Les risques liés aux postures. Donc là, on est plus sur des TMS, un risque de TMS. On commence à les voir arriver, effectivement, parce que l'année dernière, au mois de mars, avril, mai, le télétravail a été subi pour la majorité des Français quand même, parce qu'il y avait peu d'entreprises qui avaient des accords de télétravail, ils n'étaient pas forcément utilisés. Donc, ça a été un recours massif au télétravail, mais c'est une situation de crise. Les gens ont télétravaillé avec les moyens qu'ils avaient. Sauf qu'on retrouve notre phénomène d'accumulation des risques psychosociaux, c'est qu'il y a eu un retour, on le voyait sur les chiffres de la diapo précédente, fin de l'année 2020, on parle pourtant de novembre-décembre, à l'issue du deuxième confinement où le télétravail était largement plébiscité par l'employeur, je vais le mettre entre guillemets. Donc les gens étaient quand même revenus un petit peu sur leur lieu de travail en gardant un petit peu de télétravail. Mais on voit que là maintenant, le télétravail s'instaurant dans la durée de façon flexible, de façon non volontaire, avec des préférences personnelles qui se sont installées, parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec d'autres, et peut-être même vous dites non, moi demain, le télétravail, ou oui, le télétravail demain. Donc ça, l'individu a réalisé une sorte d'adaptation qui lui permet aujourd'hui d'évaluer ce mode de travail qui a eu beaucoup de flexibilité l'année dernière et qui va encore en avoir malheureusement un petit peu. Et du coup, c'est là que les risques commencent à se nicher parce que le ressenti de l'individu s'est structuré en dehors de cette urgence de l'année dernière qu'on a tous pris, où on ne se pose pas la même question que quand ça devient presque une sorte de normalité. C'est horrible de dire ça, mais j'espère que ça ne durera pas. Mais voilà, où effectivement, on commence à ébaucher qu'est-ce que seront les RPS potentiellement liés au télétravail institutionnalisé lorsqu'on sortira de la crise. Parce que ne nous leurrons pas, ce sera une vraie problématique d'entreprise. Et la question de l'équipement, de l'ergonomie du poste de travail, on ne parle même pas de la logique d'efficacité au travail à la maison, on parle vraiment de la logique du ressenti de l'individu, de son confort de travail, de la normalité de ses conditions de travail
déporté dans un lieu qui lui est personnel, ou qui est un lieu de coworking, ou qui est la terrasse, ou qui est autre chose, va poser tout un tas de questions et l'obligation de moyens renforcés de l'employeur sur ces espaces-là, je crois que c'est pas encore très très clair. C'est compliqué. C'est pas encore très clair. Ça va évoluer. Donc effectivement, on vous a listé quelques risques qui sont presque une expérience empirique que nous on peut identifier parce qu'aujourd'hui rien n'est structuré, parce qu'on est tous encore en observation de ces situations-là et ce qui sera important, c'est de la situation. Enfin, on espère que tout ça s'arrêtera et quand ça s'arrêtera, par contre, il va falloir normaliser, institutionnaliser. Et le côté juridique va être essentiel dans les accords d'entreprise parce que même les accords qui étaient pris avant n'étaient pas du tout adaptés à la situation vécue aujourd'hui. Avec des grandes disparités, on se faisait la réflexion toutes les deux il y a 15 jours, c'est que chez nos clients respectifs, on entend, enfin quasiment dans 90% des cas, la moitié des salariés est pour un télétravail massif. Bon, et puis si on revient qu'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, l'entreprise, ça va très bien. Et dans la même entreprise, il y avait la moitié des salariés qui disent « Oulala, madame, un jour par mois, un jour tous les 15 jours, et encore, je choisis quand. Hein. » Donc, ça va être même compliqué parce que dans des mêmes structures, avec une politique d'entreprise, une image homogène, enfin quelque chose on pourrait penser que c'est plutôt homogène, on va se dire « je ne voudrais pas être à la place du DRH parce que qu'est-ce qu'on va porter en négociation quand on a des salariés qui sont quand même assez duels sur le sujet. » Voilà. On commence à travailler dessus, c'est depuis le début de l'année qu'on réfléchit avec les clients. En général, ce sont des groupes, donc ils ont les moyens internes pour réfléchir, ils sont très structurés. On travaille sur l'organisation du travail, justement, puisqu'on sait que la façon dont on travaillait en mars 2020, c'est fini. On ne travaillera plus jamais comme ça. Cette crise sanitaire, on va positiver, nous a obligés à nous adapter très, 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 très rapidement, alors parfois dans la douleur, mais il a fallu. Et aujourd'hui, tout le monde, enfin moi qui étais une anti-télétravail il y a encore un an, mais vraiment une anti-télétravail, même pour mes équipes, là aujourd'hui, c'est bon, je l'ai intégré, ça sera du télétravail. Après, la question est de savoir, ça sera du télétravail. Le télétravail, c'est même pas le bon terme. C'est télétravail en droit du travail, mais c'est plutôt le nomadisme, n'est-ce pas? Oui. Ce travail nomade, il va pouvoir s'exercer où? S'exercer à domicile, dans mon domicile. Il peut s'exercer en effet en coworking, il y a les flex office maintenant qui existent aussi. Ce qu'on faisait également avant, alors quand les trains fonctionnaient, Jacinthe, on travaillait également dans le train. Il y en a qui roulent, j'ai pas dit. Dans le train, dans la vie. On travaillait au Starbucks, gare de l'Est. Voilà, ça va revenir un jour. J'espère. Et on voit que tout change et il va falloir adapter la structure de l'entreprise. Et si on attend que la crise sanitaire soit terminée un jour pour se dire, bon, maintenant je fais quoi, ce sera trop tard, puisque les concurrents ont agi depuis très longtemps. Nous, ça fait déjà depuis 3 mois qu'on travaille sur ces sujets au sein du cabinet, soit pour Fidal, c'est-à-dire pour les avocats de Fidal et les collaborateurs de Fidal, soit pour nos clients. Et tout ça en lien avec les risques psychosociaux, parce que faire du télétravail, c'est bien, mais l'équipe déjà n'existe plus, parce qu'elle est éclatée, il n'y a plus d'unité d'équipe, il n'y a plus d'unité de lieu de travail. Vous avez des gens qui le vivent très bien, parce qu'il y a des gens qui sont très individualistes. Il n'y a aucune connotation péjorative dans le terme d'individualiste. D'autres ont besoin du groupe pour être portés, pour être boostés. Donc, il va falloir adapter nos méthodes de travail à chacun de nos collaborateurs pour éviter des problématiques, soit de risques psychosociaux. Le salarié, dont vous ne prenez pas de nouvelles 3 fois par jour, il va se sentir mal. Moi, je l'ai vécu au premier confinement. Premier confinement en mois de mars. Oui, confinement de mois de mars. C'était le premier. Depuis, on n'a pas eu vraiment, pour nous, on va dire. Du jour au lendemain, moi, j'ai fermé le bureau. Le lundi à midi, tous les avocats étaient passés. Moi, j'étais au bureau jusqu'à lundi midi. J'ai fermé le bureau. Tous les avocats sont passés récupérer leur dossier. Et j'étais la seule à venir au bureau ensuite avec une de mes collègues pour dire qu'on était là, pour s'occuper un petit peu. Et il y a certains avocats que j'appelais une fois par semaine parce qu'ils n'avaient pas besoin de m'entendre. Ils étaient contents de m'entendre, mais voilà, c'est bon, je les dérangeais. D'autres, il fallait que j'appelle 2 fois par jour. Parce que s'ils n'avaient pas Laurence au téléphone 2 fois par jour, c'était panique à bord. Alors au début, ce n'était pas aussi sensible, mais au fil du temps, c'était vraiment panique à bord. Il fallait vraiment être derrière. Bon, alors, ça va, comment ça va? Vous travaillez bien? Vous avez fait quoi? Et tout. Voilà.
Ça peut être lourd parfois, mais il faut le faire. Tout cela pour éviter les risques psychosociaux. Le but, ce n'est pas uniquement de se faire plaisir, c'est de faire en sorte qu'on ait une qualité de vie au travail ou un bien-être au travail. Et puis, c'est le bon moment pour négocier ces sujets-là, comme le disait Laurence. Nous, on voit aussi, alors on n'est pas juriste, mais on le voit dans les entreprises aujourd'hui, l'employeur qui se saisit de la question des RPS. Et d'ailleurs, là, par contre, il faut le faire parce qu'il ne faut pas attendre que les choses se régulent pour s'y atteler. On a fait ce type d'intervention l'année dernière avec Laurence à la fin du premier semestre, donc juste avant l'été. On n'avait pas du tout les mêmes phénomènes de risques psychosociaux qui sont liés à la crise sanitaire que ceux qu'on observe aujourd'hui. Sauf que l'entreprise a la nécessité, et on imagine le monceau de travail que ça représente, mais il faut malgré tout s'intéresser à cette question, à l'évolution de cette question, parce qu'on n'est encore toujours pas sorti du sujet. Et par contre, c'est le bon moment stratégiquement, quelque part, pour commencer à poser les jalons de la vie d'après, parce qu'effectivement, les grandes entreprises françaises n'ont pas encore terminé les discussions sur ces sujets-là. Les organisations syndicales sont toujours en recherche de bonne posture sur le sujet-là. Donc, l'environnement étant mouvant, il y a toujours la place pour l'employeur de structurer un accord qui est gagnant-gagnant, parce que de toute façon, un accord, il faut que tout le monde soit d'accord sur le sujet. Et effectivement, de prendre un peu d'avance sur une conjoncture qui va, par contre, se structurer un peu plus tard, parce qu'on sait que la mouvance saura de s'y mettre quand vraiment on pourra sortir dehors sans le masque, quand on commencera à sentir un petit peu la détente. Aujourd'hui, c'est intéressant déjà de se poser la question parce qu'aussi, ça oriente le salarié vers une perspective de retour à la normale, de travailler sur ce qu'a apporté la crise de positif quelque part dans les modes de fonctionnement au travail. Donc, c'est à plusieurs niveaux, c'est bénéfique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, recommandation de s'y mettre le plus tôt possible, pour plein de raisons. Alors, vous voyez, pendant truc, je vais en terminer avec le télétravail, donc la partie juridique. Voilà, le temps de déconnexion, donc le droit à la déconnexion, il est hyper important. Là encore, on l'a vu en mars. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient le dimanche, qui m'appelaient le soir, à toute heure. Alors, ça ne pose pas de problème, je suis là pour ça. Mais ce qu'ils ne faisaient pas avant. Oui, mais pas les salariés, il faut éviter. Alors, mes clients sont également des salariés. Oui, mais c'est grave. Il ne faut pas qu'ils fassent pareil. Non, ils faisaient pareil. Oui. Et moi, je voyais passer des mails envoyés aux équipes à 6 h du matin parce que le directeur sécu venait très tôt. Le dimanche, de toute façon, à un moment donné, on ne savait plus quel jour on était. Oui. On ne savait plus quelle heure il était. De toute façon, on se levait, on bossait, on se couchait, on se levait. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand on est à son compte, on fait ce qu'on veut. Quand on est salarié, beaucoup moins. Et ce droit à la déconnexion, il est hyper important parce qu'un salarié que vous allez fatiguer par une charge excessive de travail va ensuite, risque ensuite d'être dans la zone rouge des RPS, alors soit du harcèlement moral, soit du stress, soit carrément… ça va se manifester d'une certaine façon parce que tout s'est tendu dans la relation qu'on avait déjà à son travail. Chez certaines personnes, c'était déjà tendu avant le Covid, c'est-à-dire c'était déjà complexe. Le Covid rajoute quand même une contrainte. Effectivement, on a beaucoup de situations qui ne sont plus tendues, mais des situations qui sont aiguës aujourd'hui qu'il faut traiter. Il faut traiter dans un contexte qui n'est pas normal, donc ça rajoute encore un petit peu. Donc effectivement, ce qui pouvait être digéré, c'est pas joli, ou compensé par d'autres choses positives dans l'activité professionnelle, comme le manager qui envoie des mails un peu tard ou un peu tôt le matin, etc. Ça passait parce que quand on le voyait tous les jours, on plaisante à la machine à café, ça compense. Mais quand on ne le voit plus parce qu'on est en télétravail, quand en plus on a peur d'attraper le Covid, ou que son conjoint ou son enfant a le Covid et qu'il est très malade et qu'on commence à sentir que tout ça peut être grave. Quand on rajoute, et qu'en plus on reçoit des mails à 19h30, 20h pour répondre tout de suite, même si avant on pouvait comprendre que effectivement ça prenait que 5 minutes d'envoyer un petit SMS et que c'était important parce que si on ne répondait pas… aux collègues de l'informatique, le lendemain, ils ne pouvaient pas avancer. On ne comprend pas forcément encore à cette époque-là et dans ces situations-là. Donc, il faut être très, très vigilant et notamment, la vigilance, elle va sur la base du droit parce que c'est ce qui sera potentiellement opposable après, au-delà de la considération de l'individu, bien sûr, mais le droit reste la base, effectivement, de la bonne sainteté du contrat. Non, c'est pas non. De l'objectivité du contrat de travail et il faut être très très vigilant en tant que manager, dirigeant d'entreprise parce que les conduites qu'on avait l'habitude d'avoir avant et qui se compensaient ne se compensent plus du tout de la même façon chez certaines personnes et dans certaines situations, mais comme on ne peut pas le détecter et l'anticiper, là d'autant plus ces questions de charte de déconnexion
de droit à la déconnexion et de charte de bon comportement d'entreprise, c'est essentiel. Ce qu'on dit là concerne tous les employeurs, hein. C'est-à-dire l'employeur qui est à la tête d'une société commerciale, d'une association, d'une fondation, d'un syndicat professionnel, employeur, mais également les travailleurs indépendants. Voilà, question Marie-Christine. Si le travailleur indépendant a des salariés, le Code du travail s'applique à tout employeur. L'employeur, c'est au sens générique, hein. Que ce soit une SAS, que vous soyez dans un groupe international de 10 000 salariés, une mairie, tout le monde. C'est toi. Oui. Alors, on avait quelques chiffres à vous communiquer. Alors, il y a certains qui pourraient être mis à jour. C'est des chiffres qui permettaient de comparer entre le ressenti au début du premier confinement et à la fin de l'année dernière. Donc, effectivement, on voit qu'il y a on ne va pas revenir sur chacun des chiffres parce que là aussi, ça nécessiterait un petit peu trop de temps. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a des ressentis négatifs qui se sont accumulés entre le mois de mai et le mois de juin, et les études ont été refaites de la même façon par les mêmes organismes en fin d'année. Il faut savoir que Santé publique France suit des panels de salariés ou simplement de citoyens français, de différentes caractéristiques, et les suivent par quinzaine depuis le début de la crise sanitaire. Il y a eu un taux impressionnant de symptômes dépressifs qui se sont déclarés à l'orée du second confinement. Donc, l'individu, de façon générale, commence à de moins en moins bien encaisser cette crise sanitaire. Donc, bien sûr, il y a des différences entre les individus, les catégories, les populations, mais de façon générale, on sent que tout ça pèse sur l'individu. Forcément, comme on l'a dit, l'individu n'est pas schizophrène, il rapporte sa vie. Enfin, c'est normal, on n'est pas, quand on est déprimé, vraiment, on amène aussi quelque part au travail, inconsciemment, involontairement, beaucoup de choses. Donc, c'est pas surprenant de se dire que effectivement, ça pèse sur le ressenti du télétravail, parce que les études étaient focalisées sur ce point-là, et ça pèse sur le ressenti du travail de façon générale. Donc, il faut être assez vigilant dans cette période, sans faire du catastrophisme. Il faut prendre conscience qu'effectivement, l'individu, il a des ressources pour faire face. Comme une situation managériale pénible, plus elle dure, plus elle a des conséquences. Cette crise sanitaire encapsule encore autour de l'organisation de travail des phénomènes extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise. On a une information qui est disparate, qui n'est pas toujours professionnelle, qui est liée à des perceptions, des croyances, des ressentis. Et en fait, tout ça rajoute une couche par-dessus le système des RPS qu'on commence un peu à maîtriser, à comprendre et à bien cadrer dans l'entreprise. Donc, plus ça va durer ces prochains mois, plus on risque d'avoir des situations qui se dégradent, et parfois sur des choses bêtes comme le mail qui arrive trop tard. Enfin, on a des situations qu'on ne traite pas forcément chez les mêmes clients, mais dont on parle à l'occasion de nos interventions communes. Et oui, effectivement, on sent bien que les systèmes sont lourds et que l'équilibre est de plus en plus fragile, et qu'effectivement, une fois que ça dérape, on tombe par contre dans des cas qui sont assez lourds, parce qu'on sent que les gens retiennent beaucoup de choses depuis un an, que tout le monde a essayé de faire face avec les moyens du bord, pour parler de façon prosaïque, et que par contre, quand ça se déclare, on est face à des situations qui sont pas faciles à traiter. Donc voilà, ça appelle la vigilance de chacun sur ces sujets-là, et en espérant que ça se termine vite. Tu veux annoncer jusqu'où? Non, ça va. Activité partielle, comme ça, c'est pas... Ouais, alors l'activité partielle, oui, vous connaissez maintenant tous l'activité partielle. Pour ceux qui ne connaissaient pas avant, maintenant vous devez maîtriser. Oui, je crois qu'on a tous appris des choses. Tout le monde a appris. Donc l'activité partielle, on en a encore. On a l'activité partielle ou l'activité partielle totale, c'est simple. Alors les violences familiales, on en a parlé à un moment, mais bon... L'État s'est aussi structuré sur des dispositifs qui permettaient d'alerter un peu plus facilement, parce que c'était un vrai sujet du premier confinement, c'est qu'on s'est rendu compte que l'individu était beaucoup plus confronté à sa sphère familiale, et quand il y avait des difficultés, l'individu était enfermé dans ces difficultés parce qu'on ne peut pas sortir, donc on est obligé d'être confronté davantage à des choses complexes. On va peut-être, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, tu veux faire un focus un peu plus prévention? Oui. Maintenant, vous savez qu'on n'est vraiment pas bien et qu'il va falloir faire quelque chose. Surtout en ce moment. Je trouve que là, en ce moment, moi, je le ressens depuis déjà 2-3 semaines chez mes clients. Ouais, peut-être le temps, le beau temps, il fait beau. Tout le monde en a ras-le-bol. Moi, la première. En tout cas, moi, je ne suis pas la dernière.
On ne sait pas où on va, donc il y a une ambiance très particulière. Et moi, je vois même mes clients qui sont des gens adorables, avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler, mais ils mettent une pression parce qu'eux-mêmes sont sous pression. Moi, j'ai des clients qui, lorsque je vais les voir, habituellement, je reste une demi-journée et je fais que bosser. Là, maintenant, je reste une journée, dont une demi-journée à écouter. Et mes clients, ce sont des dirigeants, des DRH, des directeurs sécurité. Tout le monde a besoin de parler parce que tout le monde en a ras-le-bol. Et le fait d'en avoir ras-le-bol, comme le disait Jacinthe, ils retiennent beaucoup de choses parce qu'ils sont employeurs. Et en responsabilité. Ils sont en responsabilité, doivent être exemplaires, mais on sent que s'il y a un grain de sable, ça peut exploser, ça peut faire très mal. Donc, j'en ai même un qui m'a dit quand ça ne va pas, je vous appelle, je vous préviens, je vous parlerai mal, mais je n'ai rien contre vous, mais il faut que je le dise à quelqu'un. Donc, bon, c'est bien parce qu'au moins, parfait état de conscience. C'est sympa. Donc, j'attends avec impatience qu'il m'appelle et que je me prenne une soufflante alors que je n'aurais rien fait, mais ce n'est pas moi qui serai visée. Et bon, il vaut mieux qu'il se déverse sur moi, je te l'enverrai. Je l'enverrai à la psychologue du travail, qui sera mieux armée que moi. Alors, les mesures de prévention. Alors, en télétravail, ce qu'on disait, il faut un espace physique dédié. Donc, il faut mettre en place déjà une charte. Alors, soit une charte d'entreprise ou un accord d'entreprise. Même dans l'autre sens, c'est un accord d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est une charte pour justement structurer tout cela. Ça rassure le salarié, ça vous rassure vous en tant qu'employeur ou en tant qu'encadrant, et ça évite les problèmes juridiques, parce que du télétravail mal fait dans des conditions qui ne sont pas optimales peuvent générer, outre des risques psychosociaux, mais également des problèmes du style des heures supplémentaires, des maladies professionnelles, des TMS, etc. Assurer un contact régulier, maintenant vous savez, depuis un an, ceux qui ont mis en place du télétravail, il faut vraiment encadrer le télétravailleur, respecter le droit à la déconnexion, on ne le répétera pas assez, accompagner les managers de proximité. C'est vrai que moi, je le vois chez les clients qui ont une activité duale, à savoir, j'ai un client qui a une activité de production avec des salariés qui sont là à 100% depuis le début et une activité de commercialisation qui est en souffrance, puisqu'il travaille notamment avec la grande distribution, les restaurants et l'événementiel. Donc, on a des salariés qui sont en télétravail, voire en activité partielle. Et cette différence de traitement a posé des problèmes, entre guillemets, psychologiques. Je ne suis pas psychologue, mais psychologiques, entre guillemets, pour ceux qui ne viennent pas bosser, qui se disent moi, je suis en télétravail ou je suis en activité partielle, ce qui est encore pire pour certains, alors que j'ai mon collègue que je voyais tous les jours auparavant qui lui bosse à 100%, qui s'éclate au bureau ou au boulot dans l'entreprise. Et ce ressenti, il faut le traiter. Alors, on ne l'avait pas vu l'an dernier parce que c'était subi, ça a été subi, c'était brutal. Mais là, depuis le mois de septembre-octobre, on ressent, où on a des salariés qui nous disent, donc des managers de proximité qui nous disent, moi, je n'arrive plus à gérer. Je dois gérer des salariés qui sont en présentiel. Là, c'est bon, je sais faire, c'est mon boulot. Je dois également gérer en même temps des salariés qui sont en activité partielle, qui viennent de temps en temps dans l'entreprise. Et je dois également gérer des salariés qui sont en télétravail, ça, je ne sais pas faire. Donc, il faut accompagner ces managers de proximité parce que si eux nous lâchent, voilà, ça risque de poser un petit problème au sein de l'entreprise. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui doit être fait à tous les niveaux, ce qui est extrêmement chronophage et on n'a pas forcément les outils. C'est pourquoi nous, notamment, enfin, en tout cas, moi, je travaille avec Jacinthe, puisque on a des outils juridiques, on sait faire, moi, c'est mon boulot. En revanche, les outils pratico-pratiques, je vais dire, ça, moi, je ne sais pas faire. En général, les RH ne savent pas non plus, les dirigeants non plus. Donc, voilà, moi, au moins, Jacinthe, elle sait de quoi elle parle, mais je ne sais pas de quoi elle parle, je ne comprends pas toujours. Mais il faut absolument accompagner les managers. On le paiera à un moment donné, sinon. Et puis les concurrents le font, donc si vous ne le faites pas, ce sera un peu à la traîne. Respecter un bon usage des moyens de communication. Oui, j'ouvre une parenthèse. Sur le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut savoir que le marché de l'emploi est très dynamique et qu'on a beaucoup de personnes qui sont en partance de leur entreprise. Alors beaucoup, je n'ai pas de chiffres, mais on ressent une vraie, dans un département recrutement au cabinet, une vraie mobilité du management intermédiaire, des RH aussi. Bon, les dirigeants d'entreprise ne peuvent pas trop, mais, sauf s'ils sont salariés, mais on voit une vraie mobilité parce qu'effectivement, il y a une usure et une confrontation à un environnement de travail et à l'insatisfaction des collaborateurs, parfois qui était difficile parce qu'il n'y avait pas les outils.
Alors maintenant, effectivement, ça peut s'externaliser sur la question du management de proximité, comment on accompagne. Je dirais que dans des situations comme ça, aujourd'hui, on n'est pas sorti, on n'est pas retourné à la normale. Donc, les salariés n'ont pas non plus une attente de l'entreprise qui est si énorme que ça, avec le bon sens paysan. Et si vous avez le temps, s'enquérir de comment les gens perçoivent le télétravail, des besoins, de l'accompagnement, d'écouter les difficultés, d'essayer de les résoudre ensemble, et c'est déjà réglé beaucoup de problèmes parce que les gens n'ont pas l'attente que l'employeur sache aujourd'hui traiter des situations dont il n'est pas responsable. Le Covid, l'employeur n'est pas responsable. Donc, en fait, il y a une sorte de dualité aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est bien d'agir en tant qu'employeur aujourd'hui, parce que l'attente des salariés n'est pas tout à fait la même que si on était en période normale, où c'est souvent l'employeur, de toute façon, qui définit toutes les conditions de travail et qui en est responsable. Là, aujourd'hui, il y a un phénomène supra-normal qui s'est ajouté à ça. Donc, c'est possible d'agir sans forcément mettre en place des choses très complexes. Alors, si vous n'avez vraiment pas le temps, c'est vrai que l'externalisation, c'est un bon sujet, mais si vous avez le temps et si vous avez simplement la fibre de vous intéresser à comment vivent les choses, si vous avez des managers ou même des collaborateurs, parce que c'est déjà une étape qui réglera un certain nombre de choses et qui permettra de connecter avec les gens sur ces sujets-là. Et voilà, ça vaut de l'or, j'ai envie de dire. Si vous avez le temps de le faire, vous saurez le faire. Il y a pas... Après, effectivement, dans la durabilité, quand ça va s'institutionnaliser, il faut être vigilant parce que là, du coup, on va rentrer dans la normalité. Il y a des attentes, il y a des notions de règlement intérieur qui vont évoluer, il y a des attentes de salariés qui vont se forger dans le normal. Donc, il faudra répondre avec des ressources entreprises qui vont aussi se forger dans la normalité. Donc là, peut-être qu'il faut le structurer davantage. Si vous n'avez pas les moyens, faites-vous conseiller à l'extérieur. Mais dans cette période-là, je dirais presque que le bon sens, si vous avez le temps, encore une fois, et si vous sentez de le faire, suffit amplement à résoudre les problèmes de communication de distance avec le management intermédiaire, quoi. On peut employer un terme que, moi je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a un à chaque fois qu'on a un problème, que ce soit des risques psychosociaux, que ce soit un salarié qui démissionne parce qu'il en a marre, sans parler de risques psychosociaux, mais il en a marre, et donc on perd une expertise, on voit qu'il y a un dénominateur commun qui est la communication. Une absence de communication ou une mauvaise communication inadaptée ou mal adaptée, ça fait des ravages. Et pour moi, c'est vraiment le vecteur principal. Alors, il faut communiquer, il faut bien communiquer. Tout le monde n'est pas un bon communicant. Il faut également avoir des vecteurs de communication. Et ensuite, il faut être exemplaire. C'est sûr que si on dit allons à droite et que nous-mêmes, on va à gauche, ça ne va pas aller. C'est compliqué. Ça va être très compliqué, on va aller dans le mur. Mais à mon sens, tout passe par la communication. Et là encore, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule puisque j'aurais jamais fait cette réunion il y a 10 ans. Le télétravail, il y en avait un petit peu, mais pas autant. Oui. Et les risques psychosociaux, très honnêtement, en toute honnêteté, ça me passait un petit peu par-dessus la tête. Moi, j'étais là pour bosser, on était tous là pour bosser. Et maintenant, je me rends compte, depuis un bout de temps, que je travaille avec Jacinthe, mais les risques psychosociaux, évidemment, c'est très important. Je suis quand même de la santé-sécurité au travail, donc je n'étais pas totalement ignare sur le sujet. Mais tout passe par la communication. Ça, en revanche, pour moi, c'est nouveau. Ça a quelques années. Encore une fois, on communique mal. Vous avez beau mettre en place tous les process de l'entreprise, c'est beau, c'est nickel, vous avez des super locaux, la vie est belle, vous êtes tous hyper sympathiques. S'il n'y a pas une bonne communication, ça se cassera la figure à un moment donné. Et avant que ça se casse la figure, on passera par un mal-être au travail, une ambiance de travail dégradée, ensuite des risques psychosociaux. Donc, il faut prendre le temps, même si on a toujours le temps. Parfois, il suffit d'arriver 10 minutes avant, plutôt que ce qu'on faisait auparavant. Et pendant ces 10 minutes, on fait le tour des popotes, on va discuter, on va blaguer. Donc, on ne parle pas uniquement de boulot, parce que ça devient un peu lassant. Mais voilà, rien que ça, 10 minutes, arriver 10 minutes avant et discuter avec les gens, au lieu de se dire, purée, je vais être en retard, je n'ai pas 10 minutes à perdre. Non, ce ne sont pas 10 minutes qu'on perd, ce sont 10 minutes qu'on consacre pour le bien-être au travail. Je rappelle que tout ça, c'est en relation avec la qualité de vie au travail, sur laquelle vous pouvez travailler depuis de nombreuses années, n'est-ce pas ?
que très peu d'entreprises ont mis au point ou ont pris en compte, mais là encore, on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, tout ça aujourd'hui, là, en ce moment, si on ne s'en préoccupe pas avant l'été 2021, on va louper le coche. Après, ce sera plus, les gens, vous allez le subir, enfin l'employeur va le subir plus qu'il ne peut agir aujourd'hui, qu'il ne peut agir en l'occurrence. Donc c'est important de s'en occuper. Une question? Simplement les 6 points clés de la prévention, et puis après ça sera bon. Donc on parle de risques psychosociaux pendant cette crise sanitaire. On vous a mis 6 points clés de prévention en lien avec votre obligation de sécurité, de moyens renforcés. Contenu du travail, charge de travail. Il faut vraiment travailler sur la mission. Parce que là encore, on voit chez certains clients que les missions ont évolué depuis 1 an. Mais la crise sanitaire, c'est rajouté des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et on a tendance à charger certains salariés parce qu'on sait qu'eux, ils sont hyper performants, hyper rapides. Le problème, c'est qu'on va les charger. Donc, il y a une distorsion entre leur fiche de travail quand ils en ont une ou leur contrat de travail, d'une part, et il y a une charge de travail qui peut ensuite engendrer des RPS. Définir les lieux de travail, ce qu'on disait, c'est le nomadisme. Hein. On peut travailler sur site, à la maison, dans un tiers-lieu, donc le coworking, le flex-working, etc. Articulation des temps de vie professionnelle, vie privée. Et même ce que je viens de dire n'est pas juridiquement bon, mais c'est ma façon de parler. Normalement, je devrais dire vie privée, vie professionnelle. J'estime quand même que dans l'entreprise, on est là pour bosser et il faut qu'on mette le travail en lien avec la vie privée. Les équipements, les outils numériques dont on parlait, il faut doter les salariés d'outils numériques, mettre en place une politique de sécurité informatique, un droit à la déconnexion. Le management à distance, il faut former les managers. Alors, en ce moment, enfin moi l'an dernier, je me suis rendu compte qu'on le savait déjà, mais ça s'est vu. Certaines personnes qui avaient été nommées managers et qui n'avaient pas la carrure pour être manager se sont écroulées pendant la crise. D'autres, en revanche, qui n'étaient pas encore managers, ont pris les choses en main et ont pu mettre en place des choses. Donc voilà, il y a peut-être des modifications, des adaptations à faire dans les entreprises. On n'est pas tous managers, du verbe être et du verbe naître également. Et le collectif de travail qu'il faut travailler, qu'il faut promouvoir, sauf évidemment si vous êtes dans des activités très individualistes. Hein. Moi, je suis avocate, libérale, on est très individualiste. Néanmoins, on fait partie d'une équipe qui est le cabinet FIDAL, et donc un collectif de travail à mettre en place et qu'il faut nourrir. Et on le nourrit tous les jours, même si c'est très compliqué à nourrir, mais il faut le nourrir tous les jours. Ça sont les 6 points clés de la prévention. Ça s'applique aujourd'hui tout particulièrement parce qu'on est en crise sanitaire. Ça s'applique également hors crise sanitaire, donc demain, quand tout ira bien, bien sûr. Je pense que c'est bon. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire. C'est ça ? Oui. Je vais mettre ça peut-être sur la dernière. Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà abordées. Hop. Voilà, c'est bien. Oui, c'est la conclusion. Bon, en tout cas, on espère, le format est court, c'est en distanciel, etc., mais vous avoir convaincu qu'effectivement, la prévention des risques psychosociaux, c'est déjà, au-delà que c'est une obligation de l'employeur, je vais le dire avec mes mots profanes, c'est une nécessité, ça n'a pas changé avec la crise sanitaire, voire ça s'est un petit peu... la nécessité s'est un peu accrue, mais le message positif dans tout ça, c'est que c'est plus facile actuellement que ça ne l'est en situation normale de pouvoir partager et d'avancer sur ces sujets-là. L'État s'est positionné sur quelques dispositifs qui peuvent accompagner certains aspects. Il ne faut pas négliger toutes les institutions qui publient régulièrement des choses, Santé publique France, l'ANACT, l'INRS. Voilà, il y a bon nombre de structures qui se sont mises en marche et dès le premier confinement pour essayer de donner un petit peu d'infos, de data, etc., de conseils à l'employeur. Il ne faut pas hésiter parce que même si la situation n'est pas facilement positivable là en tant que telle, c'est quand même des choses qui se traitent à l'échelle de l'entreprise où l'entreprise n'a pas tout le temps besoin de soutien externe pour le faire. Ça se traite avec le bon sens, avec une bonne connaissance quand même
de la base juridique qui est essentielle et qui permet d'avoir des actions qui sont durables pour l'entreprise et positives. La communication a toujours été un élément important et effectivement, ça paraît très bateau de le dire, mais c'est une réalité. Dans les collectifs de travail, ça a pris plus d'importance. Moi, ça fait quasiment 15 ans que je fais ce métier. Ça a pris beaucoup plus d'importance aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans. Le management a changé aujourd'hui parce que les gens attendent autre chose de leur manager, parce que l'efficacité dans l'entreprise versus employeur de ces managers ne se fait plus sur les mêmes périmètres. Mais c'est des espaces très humains et du coup, avec de l'humain, on peut y aller aussi presque de façon, je ne vais pas dire plus facile, mais plus instinctive aussi. Ouais. On n'a pas besoin de mettre en place des méthodologies très complexes ou des choses très complexes. Donc tout ça, c'est pour mettre un peu de côté de messages positifs. Malgré cette crise qui dure, il y a plein de choses qui peuvent être faites de façon simple, mais en tout cas, il faut faire des choses. Structurées. Ouais. Il faut faire des choses parce que il faut agir sur ces sujets-là et peu importe la taille de l'entreprise, du moment qu'effectivement on a des effectifs salariés, pour rebondir sur la question, les TPE sont très exposés à des situations de risques psychosociaux parce qu'on n'a pas de chiffres là-dessus, mais on y intervenait beaucoup moins ces 5 dernières années et là on commence à avoir des sujets, des dossiers sur des très petites structures. Effectivement, ça prouve bien que la taille de l'effectif ne prédispose pas à plus ou moins de gestion des risques humains. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça a répondu à votre attente et puis à disposition si vous aviez besoin d'échanger de situations spécifiques. Voilà. Puis au plaisir de vous revoir en présentiel un jour, oui. Le plus vite possible. Je crois qu'on en a tous besoin. Bon courage et puis bonne continuation.